Si on fait un film sur des gens qui sont sans cesse traqués, eh ben, faisons un film de traque. Allons vers des codes de la fiction, des codes du cinéma de genre, pour raconter frontalement ce que c'est aujourd'hui de passer la frontière. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le réalisateur Guillaume Renusson dans The Cinema Show. Tout d'abord, comment vous allez aujourd'hui? Eh ben, écoutez, tout va bien. Merci à vous de me recevoir, même à distance. Ah ouais. Bah, Non, mais tout se passe bien. Je suis très content, très heureux que le film soit sorti en salle. Donc, on essaie de profiter, tout simplement. vous avez déjà des premiers retours sur les chiffres de la première semaine? Oui, on en a eu quelques-uns. Je crois que c'est à la hauteur de ce que l'on espérait. Alors, j'ai du mal à savoir voilà comment les choses peuvent s'anticiper. Je sais qu'on va avoir plus de copies en deuxième semaine. Mhm. Je me dis que je vois et j'entends de la part des distributeurs les retours des spectateurs. On était très contents de ceux de la presse. On a plus maintenant ceux de la part des spectateurs. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc tant mieux. Je crois que en moyenne par copie, on est très bien. Donc Ouais. vraiment, c'est trop. Moi, j'ai découvert le film en après-midi et souvent, c'est des séances où il n'y a pas grand monde et je peux vous dire que la salle était bien remplie pour une séance à 15h. Donc, je pense que ça aussi, c'est bon signe. Il doit y avoir un bon bouche à oreille qui commence à se faire. Trop bien, trop cool. Alors, Vive Montpellier, là. ah oui, vive Montpellier. Cette semaine, donc, vous faites l'actualité avec votre premier long métrage, Les Survivants. Si j'ai bien compris, vous arrivez au bout de 5 ans de travail sur ce film. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur la genèse du projet? Ouais, carrément. On m'avait d'ailleurs dit au début, quand je rêvais de faire des films, faire mon premier long métrage, on m'avait dit, tu vas voir, ça prend un peu de temps. Euh, bon, bah, en effet, c'est un marathon. C'est un marathon d'autant plus que nous, en fait, on a été frappés de plein fouet par le Covid, par la Ouais. pandémie, parce que bah, les premières années, c'est le temps de l'écriture, de chercher à convaincre un producteur. En l'occurrence, les films Velvet et Baxter Film nous concernant. Et à ce moment-là, l'écriture, le financement, tout ça. Donc là, on était plutôt bien parce que c'était un tout petit peu plus de 2 ans. Et puis je commence à tourner en mars 2020. La bonne Et époque pour tourner. à chaque fois que je dis ce calendrier, les rires suivent. À chaque fois que je présente le film en salle, les gens, ça remonte et oh putain le pauvre. Et une semaine de tournage, et comme le film se passe dans les montagnes, dans les Alpes, dans la neige, bah, tout simplement, on a dû attendre qu'il neige pour pouvoir reprendre. Et donc, Ouais. on a été arrêté 10 mois après une semaine de tournage. Et je crois qu'on a même été le tournage arrêté par la pandémie, qui a été le dernier à reprendre. Donc, sur le coup, ça a été très douloureux. Je pense que même ça a été violent, tellement soudain. Et puis, je pense, avec le recul et en vivant ce que l'on vit là depuis quelques mois et surtout cette semaine, un mal pour un bien, parce que ça a créé quelque chose de tellement fort dans l'équipe, entre l'équipe et moi, les comédiens et moi. Vraiment, je pense que ça a greffé une intensité. Les techniciens disaient, moi, vivant, je terminerai ce film. Et je pense que, voilà, le fait de redire action 10 mois après, tellement émouvant, tellement intense, que le fait d'aller jusqu'au bout aussi, ça a rendu le projet, je pense que c'est une sorte de matière invisible, tout ça, Ouais. Qui a et dans nourri le le film. qui a nourri le film, qui est dans le film, que les gens ressentent peut-être cette intensité. Enfin voilà, c'est ce qu'on s'est dit avec Denis Hézard. Et voilà. Alors, je voulais revenir aussi sur le projet, le scénario. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce sujet des flux migratoires? Moi, à côté des courts-métrages en fait que je faisais quand j'étais à réaliser mes films plus courts en rêvant de faire du cinéma, j'ai dans le même temps en fait participé à plusieurs courts-métrages avec des exilés. L'idée c'était D'accord. d'aller vers eux et avec des assos pouvoir en fait faire en sorte que via le médium cinéma, fiction, ils se racontent. Donc dans ces rencontres et dans ces récits, j'ai retiré pas mal de choses, des rencontres déjà très fortes, vraiment. Et puis deux choses. Un, l'exil est un deuil. Il y a cette dynamique-là dans cette fuite, dans le parcours des exilés. Le fait de retrouver, en fait, quand on a l'habitude, nous plus, de perdre des êtres chers, on n'a jamais fui notre pays, mais on retrouve des mécaniques similaires, en fait, dans cet arrachement, dans ce déracinement-là.
Donc ça, c'était un premier point de départ pour construire la relation entre mes deux personnages principaux. Et la deuxième chose, c'était que au travers de leur récit, je me rendais compte qu'il y avait vraiment le champ lexical de la fuite, de la chasse, de la traque, le fait de partir de chez soi en pleine nuit, de devoir se cacher, se planquer, changer d'identité pour en fait rêver d'une vie meilleure ou en tout cas fuir les menaces ou la misère. Et, euh, et moi, j'avais dit à mes producteurs, et c'est même la discussion qu'on avait eue ensemble, la réflexion qu'on avait eue ensemble, c'est si on fait un film sur des gens qui sont sans cesse traqués, eh ben, faisons un film de traque. Allons vers des codes de la fiction, des codes du cinéma de genre, pour raconter frontalement ce que c'est aujourd'hui de passer la frontière, pour justement juste raconter ça vraiment. Pas poser la question est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde, ça à aucun moment on voulait faire un film donneur de leçons, moralisateur. Moi je voulais aller vraiment vers un cinéma que j'aime en tant que spectateur et en tant Mm. que cinéphile et faire en sorte, voilà, de raconter frontalement ce que c'est aujourd'hui, de marcher sur les routes, de devoir traverser des montagnes en jean et en basket dans la neige quand il fait presque moins 30 degrés. Alors le projet il est coécrit avec Clément Penny. Comment il s'est passé ce travail de coécriture? Clément, je le connais enfin bref, depuis longtemps parce que le jour de la rentrée pendant nos études en scénario ensemble en master, on s'est assis côte à côte et puis en fait on s'est jamais vraiment quitté parce qu'on a écrit mes courts-métrages ensemble, nos courts-métrages, on les a pensés, écrits ensemble et je les réalisais. Et c'est un peu ce qu'on a réussi à faire sur le long. On est allé sur le long ensemble. Donc c'est vraiment une écriture à quatre mains. C'est une réflexion où moi j'ai amené ce désir en fait de récit, de sujet, et puis lui avec moi à réfléchir à ce que l'on pouvait faire, à raconter ce film, à rendre un propos pardon, assez radical aussi, parce que formellement, on voulait vraiment réduire le film à cette rencontre entre Samuel et Chéré, traqués dans la neige par trois autres jeunes qui sont contre le passage de réfugiés, et surtout créer là-dessus, sur un cinéma de genre, créer surtout Mm. un duo qui se rend un geste en fait nécessaire, salutaire, très humain. À aucun moment c'est une histoire d'amour, elle est peut-être pure, je laisserai le spectateur découvrir, mais à aucun moment c'est une histoire qui tombe dans une romance ou un certain érotisme, c'est surtout un geste très humain, voilà où ils ont l'urgence de devoir se faire confiance pour pouvoir fuir et survivre. Et la mise en parallèle de ces deux survivants, entre guillemets, elle arrivait très vite dans le projet? En gros, il y a une scène qui arrive à la fin du film qu'on a imaginé très tôt, qu'on a même écrit comme étant presque la première scène de tout ce qui allait ensuite constituer le scénario. On a vraiment en fait essayé de réfléchir à comment faire un film de personnage aussi sur un tel récit. En gros, Denis Ménochet se retrouve à aider Chéré, interprété par Zaramir Ebrahimi donc, pour une raison très intime, très personnelle. À aucun moment, en fait, dans le début du film, on a affaire soit à un militant, soit à un Mm. xénophobe qui va faire le parcours d'un militant qui se retrouve à se mettre en danger pour quelqu'un parce que des convictions font qu'il a envie de faire plus. Ou alors le parcours d'un xénophobe qui, à la fin du film, se rendrait compte. On avait l'impression que ces trajectoires, on les connaissait, nous, un Ouais. peu. Et on avait vraiment envie de rendre la raison pour laquelle il aide à quelque chose de très intime, très profond, très personnel. Lui, je pense qu'il est totalement impuissant vis-à-vis de ce sujet-là. Même, je pense qu'il est comme un peu nous tous, un peu à fermer les yeux et à se dire, bon, bah, oui, ce sont des chiffres, ils sont là, ils essayent de passer. Certains meurent, bon, ça m'atteint pas personnellement. Et là, en fait, dans le récit, ça devient un moment personnel, ça devient une raison personnelle. Et ils vont, avec Chéré, se reconnaître dans leur douleur, dans leur chagrin. Et à partir de là, se créer, je pense, est né un duo. Donc nous, c'était vraiment ça, en fait, notre désir de récit. C'est comment on constitue un duo où deux personnes ne se connaissent pas du tout et pour quelles raisons ils vont devoir, voilà, se faire confiance. Et je pense que comme dans le film, qu'il a déjà perdu, il n'a pas envie de le reperdre et qu'en fait, des gens ont envie de lui retirer. Je pense que c'était ça le point de départ. À chaque fois, en fait, on veut le séparer de Chéré. Et pour lui, bah, là aussi, je laisserai le spectateur découvrir. C'est très compliqué, voire impossible, et c'est tout son chemin de rédemption qui s'installe là. Et d'ailleurs, on parle de création de duo, et c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément Denis Ménochet et Zaramir Ebrahimi jouer ensemble, et pourtant l'alchimie, elle fonctionne à fond. Qui arrive en premier dans le projet? Nous, on avait en tête Denis, parce que déjà, c'était se poser la question avec qui on rêve de travailler, avec qui je rêvais de travailler. Donc Denis
selon moi, l'un des meilleurs acteurs, si ce n'est le meilleur acteur, voilà, de sa génération. Je trouve que quand je le vois dans Jusqu'à la garde, dans Asbestas, dans bref, Mm. ces films qui sont sortis ces dernières années, l'intensité qu'il dégage, à quel point il devient les personnages, c'est magnifique à voir, ce chemin de création. Juste On dans le sent qu'il regard en plus, il a pas besoin de beaucoup. les regarde. C'est tellement une gueule, en fait, de cinéma, c'est ça qui est passionnant à filmer. Et il s'accapare aussi le rôle, le personnage. Alors quand je dis ça, à aucun moment, moi, je me sens dépossédé de quelque chose, parce que c'est vraiment un travail main dans la main. Et c'est fabuleux de pouvoir travailler avec lui. Ce côté colosse au pied d'argile que l'on avait en tête, il est allé le chercher magnifiquement. Et après, Zar, je l'ai rencontré en casting. À ce moment-là, quand on faisait le film, quand on le fabriquait, j'avais en tête un visage inconnu. Donc Ok. on a fait un casting. Ironie du sort et surtout destin fabuleux qui est le sien, parce qu'elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes Mm. pour Les Nuits de Machad, film qui est sorti l'an dernier et qu'elle a tourné après nous. Et donc le monde entier l'a découverte l'été dernier et nous on était tellement heureux pour elle parce qu'elle le mérite tellement. Zar, c'est une femme qui a fui son pays d'origine, l'Iran, et dans lequel elle retournera très difficilement, presque, pour pas dire jamais. Et en fait, elle est tout simplement arrivée à un casting en me disant Chérie, c'est moi. Et je pense que quand on était sur le plateau, et ce que devait dire son personnage, Chérie, qui a fui l'Afghanistan, qui s'est retrouvé séparé de son mari et qui a marché seul, quand Zar nous racontait aussi son histoire, on ne savait plus en fait qui était Chérie, Mm. qui était Zar, les deux ne faisaient plus qu'un. Donc un chemin de création différent de celui de Denis, mais tout aussi beau. Et je pense que dans cette rencontre entre les deux comédiens, il y a eu tellement d'humanité, d'élégance et de partage entre deux que ça n'a fait que nourrir en fait la relation des deux personnages, Samuel et Chéri. En tout cas, Denis Ménochet, il a le don de se foutre dans la merde, dans la forêt en ce moment, après Asbestas, hein. Complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi hasard du calendrier et folie pour nous parce que le succès d'Asbestas, c'est la rencontre, la re-rencontre encore après tous ces films pour Denis avec le public. Bah pour nous qui arrivions après en sortie, mais qui avons tourné avant, Ouais. pareil. On a tourné avant Asbestas, largement avant. Donc voilà, ça a été. Certes, oui, il y a des thèmes qui se font écho entre Mm. les deux films. Après, là où ce qu'il subit dans Asbestas, nous, quand on faisait le film, et bien avant, une fois encore, on avait vraiment envie d'aller chercher comment un personnage lambda qui se retrouve voilà, projeté dans cette thématique-là, qui n'a rien demandé, et même on sait très peu de choses de Denis. Je ne voulais Ouais. pas qu'on sache trop son métier, ses origines sociales, parce que je sais que dans le soutien qu'on peut apporter à cette population-là, dite réfugiée, je sais que certains peuvent y trouver des raisons sociales, etc. Bah, c'est parce qu'il fait ce métier, machin, etc. Nous, on voulait vraiment que ce soit un monsieur tout le monde. Au début du film, il est réduit à sa douleur, à sa peine. Il va s'isoler dans ce chalet côté italien et il tombe sur cette femme et il va découvrir cette violence, ce rejet, cette banalisation de la haine de la part de certains. Et la seule solution pour lui, c'est justement faire surgir une certaine violence pour pouvoir s'en sortir. Et j'adorais l'idée que Denis Ménochet, comme ça, explose. Et c'est, je pense, l'une des scènes fortes du film. Quand je vois les réactions des spectateurs en salle, en tout cas, c'est ce que je me dis. Ouais. Mais il y a plusieurs points qui impressionnent dans votre film et celui que vous venez d'énoncer, il m'a aussi frappé. Le premier, donc, c'est le rythme du long métrage. Vous avez choisi de partir sur un film d'1 heure et demie qui est quasi 100 ans mort, là où de nombreux films auraient peut-être pris le temps de plus s'installer, de plus parler de son personnage principal, de dire d'où il vient, tout ça. Vous faites le choix de laisser filer, de foncer directement dans le vif du sujet. Est-ce que la problématique du rythme du film, elle a été au cœur de votre questionnement? Totalement, parce que déjà, pour être très concret, je pense que c'est l'équilibre quand on fait un premier long métrage. C'est déjà combien on a, combien de jours on a, comment on pense le film, quel cinéma aussi on veut faire. C'est de se poser les bonnes questions. Surtout sur un film comme celui-ci, où très vite la logistique dépasse l'artistique. Nous, quand on a tourné à 2500, même on a fait quelques scènes à 3000 mètres d'altitude, avec un froid absolu, mais vraiment, je parlais de moins 30 degrés tout à l'heure, on l'a connu dès 6 heures du matin, nous. Donc en fait, le côté très pragmatique pour faire un film déjà en termes de budget et sur un premier long, plus le nombre de jours que l'on a, plus le cinéma qu'on veut faire, il y avait moi déjà en tête en plus l'idée de faire un film assez radical, assez épuré pour vraiment aller chercher une forme assez efficace où voilà
un moment, on part d'un point A pour arriver à un point B. Il part de chez lui, il se retrouve dans son chalet côté italien, isolé. Et à un moment, il se trouve embarqué dans une histoire. À aucun moment, d'ailleurs, il y a une répétition de décor dans le film. C'est presque un road movie où, dès qu'il part de chez lui au début du film, voilà, il va à chaque fois, en fait, découvrir, avancer, etc. et passer de l'autre côté, essayer de passer de l'autre côté en tout cas, pour revenir un peu au monde des hommes, lui qui décide de s'isoler au début du film. Et le film, en fait, il y avait l'idée de démarrer vraiment comme un drame social, comme une sorte de chronique comme ça à la frontière, où on se dit, ah, on connaît peut-être ce cinéma-là Ouais. sur ce sujet-là en tout cas. Et à un moment, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de faire muter le film en fonction de ce qui se passe dans la vallée, de la violence qui surgit, du dialogue impossible entre les concitoyens dans la vallée, parce que certains sont pour, certains ignorent, certains sont contre. Et ben moi, ce qui m'intéressait, c'était de justement poser la question jusqu'où la violence elle peut aller, d'où elle sort. Pour très peu d'ailleurs, pour très peu d'éléments, mais je pense que c'est tellement à cran, les gens sont tellement à cran sur ce sujet, que moi là, le cinéma me permettait de répondre à cette question, jusqu'où la violence peut-elle aller, et essayer de trouver voilà un film un peu d'errance, parce que on a des personnages qui errent dans la vallée, qui essayent d'avancer, qui se perdent, qui surtout va devoir passer par plus haut jusqu'à être dans des paysages absolument magnifiques, mais qui ne sont pas si magnifiques que ça parce qu'ils sont en train de devenir une sorte de cimetière. Mm. Et, euh, et dans le même temps, essayer de trouver voilà des ruptures, des surprises, parce qu'il y a un film de traque, un film de survie qui s'installe pour être voilà entre le western, le film de traque, le film de survie, parce que moi c'est tout ce que j'ai ressenti quand j'étais là-bas sur place, quand on est en enquête et qu'on voit ces fantômes la nuit passer au loin, tels des ombres qui hantent les vallées, c'est vraiment ça ce que l'on ressent. On voit ces gens en jean, en basket, dans la neige, dans le froid. On en voit d'autres, comme je disais, être contre. Et je sais qu'il y a eu une série de faits divers qui fait qu'on se dit jusqu'où on pourrait aller pour empêcher certains de passer, alors qu'ils sont vraiment en galère. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de convoquer un réseau d'images très fort que j'avais en tant que cinéphile, parce que voilà, je fais pas de la politique, je fais du cinéma et quel genre je peux aller épouser. Et je trouvais ça très cohérent, très organique. C'est vrai que quand on était en financement et que je disais western et réfugié dans la même phrase, je sentais le créer de machin. Et nous, pour nous tous, pour le producteur, les comédiens, ça nous a semblé tellement cohérent que j'étais encouragé par les retours des uns et des autres pour aller vers cette forme-là. Vous faites le choix aussi de tourner plusieurs séquences en plan séquence, et j'imagine que ça participe aussi au côté donc épuré que vous vouliez avoir, et ce côté pragmatique pour ce premier long métrage. Épuré, oui, et surtout très réaliste, parce que le plan séquence permet d'être dans une scène en temps réel et de se dire que, voilà, en fait, même si c'est chorégraphié et tout, il y a vraiment, et c'est une des premières scènes du film, qui a un plan séquence dans une descente de flic, dans un squat qui vrille, qui vient déjà raconter un peu, via cette première séquence, le genre du film, en fait, comment raconter de très près, en immersion, ce que c'est d'essayer de fuir comme ça à la police aux frontières. Donc, moi, il y avait l'idée de toujours croire à ce que l'on voit. Et donc, je pense qu'à certains moments, les plans séquences participaient de ça parce que c'était vraiment dans ce souci d'immersion, dans cette marche, dans cette traque et dans cette violence qui surgit à un moment dans le film, comment on croit à ce que l'on voit le plus possible. Et les plans séquences y participaient aussi, ouais. Pour un premier film, du coup, vous faites pas du tout dans la facilité avec un long métrage tourné en milieu naturel et à la montagne. On sent que vous avez pris plaisir quand même à filmer ces montagnes, même si, vous l'avez dit, ça en devient des cimetières. Il y a pas mal de plans très larges qui isolent le duo dans les reliefs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler et nous parler des difficultés à tourner en montagne ? C'est vrai que c'était un peu la blague sur le tournage parce que je me suis rendu compte à un moment en commençant le film et donc sa prépa que on filmait à un moment, il y a des enfants, il y a un chien, donc des animaux, il y a une scène dans une piscine, donc sous l'eau, on est en montagne tout le long du film après, dans la neige, dans le froid. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu, c'est quoi le pire avec lesquels on peut tourner, donc on avait tout coché. Et en vrai, quand c'est un premier long, j'imagine, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était tellement fou parce que je pense qu'au travers du désir profond de faire ce film-là et ce cinéma-là, il y avait tout ce que je rêvais de faire, moi, quand j'étais cinéphile, une fois encore, plus jeune, ado, quand on rêve de faire du cinéma, d'emmener les troupes des 6 heures du mat très haut. Enfin, moi, j'avais qui est bouffé des making-of, en veux-tu, en voilà. À chaque fois, je cite ça, mais je trouve que quand je me retrouvais à 15 ans à regarder le making-of du Seigneur des Anneaux, où il y a Peter Jackson dans un hangar avec un haut-parleur sur une échelle devant 500 techniciens et qui dit on va le faire, ce putain de film, on va aller jusqu'au bout. Mais en fait, à un moment, le cinéma, c'est ça aussi. Enfin, en tout cas, être à mon poste,
c'est oui, réfléchir à l'artistique, toutes ces contraintes logistiques, mais surtout à un moment emmener une équipe. Et ça a vraiment été un film qui s'est fait dans ce désir-là et dans cette énergie-là. Donc c'était fou à vivre. Donc moi, je suis trop heureux d'avoir fait le film et ce film-là et tout ce que j'y ai appris. Et oui, d'aller très haut et d'essayer d'isoler les personnages. C'était dur d'acheminer le matériel jusque là-haut et de pouvoir tourner avec les conditions météo en plus, où on se fait surprendre en montagne très vite. Mais ça, ces plans-là, pour revenir sur eux, il y avait vraiment l'idée, et c'est ce qu'on s'était dit un peu en prépa quand on réfléchissait à ces plans, c'est que raconter, juste dire, c'est quoi passer la frontière? Juste essayons de le montrer. Et on s'en fout de ce qu'on raconte autour. En gros, c'est juste montrons ça. D'abord, bah, c'était ces plans-là que j'avais en tête de un homme, une femme, hyper haut dans la montagne, dans la neige, dans le froid, avec autour tout ce qui se ressemble à 360 degrés, c'est des montagnes, des sommets, des pics, tout se ressemble. Et là, dire, bah, au milieu de tout ça, il y a une frontière, mais eux deux, ils sont là, au milieu de tout ça, et c'est ça, aujourd'hui, vouloir une vie meilleure. Et moi, ça me marquait profondément de faire ces plans-là assez graphiques, essayer d'aller de les faire, pour justement, en fait, qu'on se dise, oh, mais quel enfer, quoi. Et ça, je trouvais que c'était aussi, bah voilà, essayer de faire du cinéma là-dessus et surtout raconter ce duo et essayer de le développer et de montrer ce qui se passe et ce qui se réduit entre deux. Voilà, ils ne vont partager de l'autre que le chagrin de chacun. Votre film, du coup, est pas mal qualifié de western contemporain. Moi, j'y ai surtout vu un survival, et c'est ce qui m'a surpris, et vous en parliez d'ailleurs. Et vous citez aussi The Revenant en référence. Là, vous avez cité Le Seigneur des Anneaux, même pour les plans plus larges, tout ça. C'était des références qui étaient présentes. Il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu d'autres œuvres auxquelles vous avez pensé. Ouais, carrément. Alors, pour revenir sur The Revenant, c'est vrai qu'il y a des spectateurs, même parfois à la fin de projection, quand j'y étais, qui venaient me voir et qui me parlaient de The Revenant. Alors moi, je suis très content. Après, je précise juste qu'il y a 200 millions de budget d'écart entre les deux films. Cool, mais bon, un peu fortuit comme comparaison. Après, moi, j'avais en tête deux films, moi, qui sont pas mal revenus, et d'autres, mais un western dans la neige, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, des westerns dans la neige. Et j'avais en tête Le Grand Silence de Sergio Corbucci, un film avec Trintignant qui se retrouve à traquer Klaus Kinski sur fond de deuil aussi. Film très violent et que je trouve absolument fou, parce qu'en plus, il était ressorti en 4K il y a 3 ans. Et plastiquement, c'est un film magnifique avec ces cow-boys qui rentrent dans la neige, qui sortent, enfin, on dirait là aussi des fantômes. Et moi, c'est un film vraiment qui m'a marqué et que je trouvais très séduisant dans l'écriture et dans la démarche du film à évoquer. Et un autre film très radical aussi sur la traque dans la neige, c'est un film de Skolimowski, Essential Killing, qui est formellement fou, qui date de 2010, je crois. Voilà, Vincent Gallo qui est traqué. Et c'est deux films qui sont pas mal revenus. Et après, pour le duo, on est sur The Cinema Show, donc on peut parler, parce que c'est du cinéma, parce que ça fait un peu chic dit comme ça, mais c'est un film de Kurosawa qui s'appelle Dersu Uzala. Et c'est un film dit comme ça, Kurosawa, machin, si les plus jeunes nous écoutent, bah non, c'est pas du tout chiant, parce que c'est vraiment un trop beau film. C'est une rencontre, en fait, entre un cartographe russe qui, à la fin du 19e, doit faire la frontière, aller tracer la frontière entre la Sibérie et la Mongolie. Il va tout seul là-bas et il fait la rencontre, alors qu'il ne parle pas du tout la même langue que lui, d'un trappeur mongol. Et ensemble, en fait, ils vont tisser une histoire d'amitié en affrontant les éléments, le froid, les conditions qu'il y a autour, ce que ça va créer entre deux qui ne se connaissent pas. L'un vient vraiment de la nature profonde, l'autre de la ville. Et c'est vraiment une rencontre magnifique et une histoire d'amitié. Et c'est un film qui m'a marqué pour justement comment deux personnes qui n'échangent rien de proches, qui n'ont rien à voir en commun, vont tisser un lien très fort parce que condamnés à devoir survivre, en partie. Et je trouvais que c'était un très, très, très beau film. Je sais pas si vous êtes joueur, mais moi j'ai personnellement pensé à pas mal de moments du jeu vidéo The Last of Us, notamment avec la dynamique du duo et la séquence de l'hôtel où on suit Denis Ménochet comme on suivrait un personnage de jeu vidéo. Est-ce que c'est des choses qui vous influencent aussi? Ouais, je pense, parce que c'est vrai que je l'avais pas profondément en tête, mais là c'est peut-être aussi l'héritage d'une génération, machin. Moi, en fait, on parlait énormément de cinéma de genre à chaque fois et je rebondis là-dessus. Moi, à aucun moment, quand je fais le film, je suis là à théoriser le genre, le mélange des genres.
je suis vraiment à me dire, qu'est-ce que moi j'aime comme cinéma? Bah, des sujets d'actualité brûlants, essayer d'aller raconter quelque chose, une vision du monde, et en même temps, bah, une vision de cinéma. Je suis des années 90, tout ça. Et je sens que bah, pour moi, ça me semble naturel de les mélanger. Enfin voilà, je me pose pas ces questions-là aussi théoriques qu'elles puissent être. Et donc je pense que le jeu vidéo vient aussi là-dedans. C'est vrai que comme j'avais envie de faire un film très immersif, dans la façon de suivre Denis dans voilà ce restaurant à Mm. hôtel abandonné en pleine montagne qui constitue l'une des bah, voilà, un peu le climax de la track. Là-dedans, de la façon de le suivre et de rester en plan séquence, d'être avec lui, c'est vrai qu'il y a un suivi où bah ouais, on ressent les choses avec lui, on est vraiment en immersion et je pense que c'est une histoire de point de vue, de comment on veut en fait faire ressentir le plus de choses. Et c'est vrai que comme on est avec lui et moi, bah j'ai fait des projections. On a eu la chance d'être en compétition au Festival d'Angoulême en fin août dernier. C'était la première projection publique. Je suis resté dans la salle, j'étais debout en fait, une salle très en amphithéâtre, et j'étais debout et j'ai pas pu quitter la salle parce que j'avais trop envie de voir les réactions des gens. C'est un peu, alors pas en mode génie du mal, Ouais, hein, pas ouais. du tout, mais vraiment juste voir les réactions physiques. Et c'est vrai que dans ce bloc-là, de voir plus aucun bruit dans la salle, les gens sursauter, et parce que bah en fait il y a un moment, la salle c'est quand même ce qu'on peut ressentir physiquement de plus fort. Bah, on se disait, je me rappelle que il y avait quelque chose peut-être de réussi là-dedans et que le jeu vidéo, en tout cas dans la façon de suivre des personnages, venait y trouver un écho. Vous laissez pas mal de place à la musique aussi. Je trouve que là encore, c'est plutôt rare dans le cinéma français. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre collaboration avec Rob, qui compose la musique du film? Moi, je rêvais de bosser avec Rob. Rob, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a fait la musique du Bureau des légendes, série dont je suis assez fan et très fan même, et les films de Rebecca Zlotowski. Et Ouais. Rob, en fait, vient de l'électro, tout ça, et en partie. Et en fait, moi, je parlais de western, donc on a trouvé avec des cordes sèches, des flûtes, comment aller chercher les thèmes principaux du film, l'errance, le deuil de Samuel et tout ça. Et dans le même temps, trancher avec une certaine modernité dans le western, avec cette track-là, avoir une musique plus urbaine, plus nocturne, très nerveuse. Et c'est vrai qu'il a réussi à harmoniser, voilà ce qu'on essayait de mettre en boîte, nous. Et c'est vraiment quelqu'un de trop talentueux. Je suis trop fier d'avoir bossé avec Rob parce que c'est quelqu'un d'incroyable. Mm. Artistiquement, c'est fou ce qu'il allait chercher. Et je savais que moi, j'allais assumer un film assez musical. Le film dure 1 heure et demie. Et c'est vrai que sur 1 heure et demie, bah, il y a 45 minutes de musique en cumulé. L'album est sorti sur toutes les plateformes là. Donc Ouais. 45, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, ça, c'est la moitié du film. Et, euh, et parce que bah, ça porte le film. Et à un moment, bah ouais, on a des personnages qui doivent juste marcher et survivre et qui sont seuls et qui vont pas se raconter leur vie avec de la poudreuse, parce qu'en fait, c'est impossible de se raconter sa vie, quand on a de la poudreuse jusqu'à la taille, on est juste à déjà essayer de marcher et de s'en sortir. Donc voilà, la musique est venue porter, je crois, tout ce qu'on avait en tête. Vous travaillez déjà sur un nouveau projet ou là vous occupez que des survivants? Bah là, il y a Les Survivants, la sortie, j'ai essayé de vivre ça à fond. J'ai une série aussi qui est sortie au mois de décembre, parce que juste après Les Survivants, j'avais fait une série, mais là dans la comédie, pour OCS, MyCanal, enfin bref, c'est 3615 Monique. J'ai fait la Ouais. saison 2 de cette série sur le Minitel Rose. Donc rien à voir, mais c'était trop cool de pouvoir être sur les deux, un projet très personnel, intime que j'ai porté, et d'aller explorer la comédie dans les années 80, enfin bref, trop de chance. Et là, je suis sur d'autres projets, surtout sur le deuxième long, d'ailleurs aujourd'hui, je vais en profiter pour être chez moi réfléchir à la suite. Très bien. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Elvis. Ouais, de Baz Luhrmann. Un petit mot dessus? J'ai vu Elvis pendant les vacances. Je regrette de ne pas être allé le voir au cinéma d'ailleurs, mais bon, je suis jeune papa et vu tous les allers-retours que j'ai fait ces derniers mois, j'en profite quand je suis à la maison. Mais un soir, j'ai vu Elvis dans de très bonnes conditions. À la base, je suis pas fanatique de Luhrmann. Ouais. Alors la rencontre Elvis-Luhrmann, j'ai trouvé ça tellement fou. La prestation de Butler, elle est complètement dingue. Enfin bref, vraiment, j'ai été totalement conquis. Il y a un truc vraiment puis avec ce côté circassien qui est chez Luhrmann, mais qui trouve sa résonance dans les origines d'Elvis, le mythe d'Elvis. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, moi, je me suis laissé porter. J'ai pas vu les 2h40 passer.
Bon, bah alors on engage les gens aussi à découvrir Elvis, mais on rappelle aussi à nos auditeurs et auditrices que l'un des premiers chocs de 2023 est toujours en salle et il se prénomme Les Survivants, donc foncez à aller le découvrir. Merci Guillaume Renusson de nous avoir accordé ce temps pour parler de ce premier long métrage. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite et on va suivre votre carrière avec attention. Merci beaucoup, trop cool. À bientôt. À bientôt. Can she be late for her cinema show?